Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à une règle de jeu générique que je souhaitais vraiment vous présenter. Pourquoi? Parce que dans pas longtemps, je souhaite rejouer du Viking et du Saxon. Je souhaite tataner durant l'âge des ténèbres. Et il me fallait pour cela une règle de jeu et je me suis rappelé que dans mon petit catalogue personnel, j'avais acquis il y a quelques années de cela une règle générique qui s'appelle A Song of Blades and Heroes. Alors je vous rassure, même dit en anglais avec mon accent tout pourri, je vais vous mettre, puisque je suis d'humeur généreuse, dans le descriptif de cette vidéo, un lien qui va vous permettre de télécharger la version de cette règle en français. Malheureusement, elle ne sera pas très complète puisque moi, la version que je vais jouer et que j'ai chez moi, c'est la version en anglais et c'est la version des règles étendues. Alors, pas de panique, hein, la version étendue, c'est un bien grand mot, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont développé davantage le background, ils ont rajouté des capacités, ils ont rajouté quelques petits détails, ils ont rajouté ce qu'on appelle aussi la capacité de réaction, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Et bref, donc voilà, c'est du bonus, on va dire. La version française vous permettra à chacun d'entre vous de pouvoir y jouer, puisque je sais que pour nombre de joueurs francophones ne sont pas très adeptes de la langue de Shakespeare, d'accord. Et je mettrai également en lien la fiche de référence rapide qui vous permet justement d'éviter d'aller passer votre temps dans le livre de règles lorsque vous êtes déjà en pleine partie autour de la table avec vos amis. Alors cette règle, l'avantage c'est qu'elle est fun, rapide, voilà. C'est pas une règle de jeu fait pour être compétitif. On n'est pas là pour jouer en tournoi, hein. C'est vraiment le côté ludique, convivial, avec ses enfants, sa femme, sa famille, ses potes. Et pour initier également des gens qui seraient dit ouais, moi j'aimerais bien jouer du Viking avec des petits pitous, mais voilà, mais pas quelque chose de très compliqué. On n'est pas obligé d'acheter une armée avec 150 figurines, avec des cartes ratées à tout bout de champ, avec des combos de la mort qui tue. Là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, alors pour jouer à ce jeu, vous aurez besoin évidemment d'un certain nombre de figurines, donc le budget en moyenne tourne à peu près à 400 points qui vont être dépensés. Pour vous donner un ordre d'idée, là par exemple le Jarl Viking, magnifique Jarl de la gamme de chez Warlord of the Game, donc voilà, il vaut 76 points de mémoire, d'accord. Vous aurez besoin entre 8 et une vingtaine de figurines. Parce qu'après, bon, le budget, vous pouvez l'exploser si vous le souhaitez. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est comme une boîte à outils, en fait, au final. Mais bon, 400 points de budget de base, 8 à 20, une vingtaine de figurines dans chaque camp pour s'amuser. Voilà. Ensuite, la surface de jeu, ça dépendra de ce que vous voulez, c'est 60 par 60. Le rapport de bataille que moi je vous présenterai, on sera sur 5 figurines dans chaque camp et on jouera sur une surface de jeu de 60 par 60. Ça vous permettra de vous faire une idée assez précise du système de règles. Et voilà, et de la manière dont ça se joue et tout ce qui va bien avec. Après, vous pouvez jouer sur une surface de 90 par 90, ce qui est devenu la norme standard, on va dire, pour de l'escarmouche. Et après, vous pouvez aller au-delà, toujours pareil, si vous voulez vous faire plaisir. Lâchez-vous les amis. Pour jouer, vous aurez besoin donc de figurines, d'une surface de jeu, du livre de règles. Vous aurez également besoin de dés à 6 faces. Et là, c'est super cool, voilà, parce que moi j'adore quand c'est comme ça. Ces dés vont vous servir à la fois pour tenter de donner des actions lors d'activation de vos personnages, parce que vous allez voir, c'est pas un système de règles qui vous permet de jouer de manière alternée. Je joue, tu joues, ou je joue toutes mes figurines, puis tu joues toutes tes figurines. C'est pas comme ça que ça marche. Vous allez, en fait, lorsque vous allez, par exemple, essayer d'activer une figurine, par exemple, moi je décide d'activer mon Jarl, je n'annonce pas d'avance les actions que je compte lui faire faire, les actions que je compte réaliser avec lui. Je vais d'abord lancer mes dés. Alors au choix, je peux lancer 1, 2 ou 3 dés, c'est mon choix. Et je vais essayer d'obtenir des résultats égaux ou supérieurs à sa valeur de combattant. Donc le Jarl en général, il tourne à une valeur de 3. Je lance mes dés, je fais 2, 2 et 4, donc j'obtiens 2 échecs et une réussite. Voilà. Bon là, avec cette réussite, je vais pouvoir lui faire réaliser une action. D'accord ? Vous aurez besoin également de réglettes de déplacement. Donc voilà, alors vous avez court. Court, c'est grosso modo 3 pouces. Ça équivaut à 3 pouces. Vous aurez moyen, 5 pouces, et vous aurez portée longue, 7 pouces. Alors souvent, c'est les cavaliers qui ont 7 pouces. Les figurines standards ont un mouvement de 5.
Mais attention, petite particularité, là par exemple, vous voyez, j'ai des Ulskar et j'ai des Hearthguard, parce que là j'ai un vil saxon qui s'est faufilé là, parmi mes beaux vikings. Donc ils ont armure lourde, donc automatiquement dans leur profil, ils ont un mouvement court. Donc ils se déplaceront de 3 pouces maximum. Voilà, donc, bah, ils ont bouclier, casque, coque de maille, bon les gars, c'est pas des gazelles quoi, vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà, donc ce qu'on va faire là, vite fait, on va passer à la présentation justement des fiches des personnages de chaque bande pour vous donner voilà, un ordre d'idée de la manière dont les profils se font en fait, hein, ok. Alors si on regarde, par exemple, on va commencer par les Vikings, donc vous voyez, j'ai donc 5 personnages qui sont prêts à être joués. Donc en tête de cette fine équipe, j'ai mis un Jarl qui s'appelle Ericsson. Donc on a son coup en points, 76, et après, vous voyez, ça reste très succinct en fait. Il y a sa valeur, le combat, et en dessous on a ses compétences. Et c'est pareil pour toutes les figurines. Alors évidemment, quand vous créez vos personnages, ça demande il faut faire un certain calcul, aller chercher les compétences qui nous intéressent, essayer un petit peu d'équilibrer sa bande, etc. Bon, moi je suis parti dans un truc assez bourrin. Ils sont tous en armure lourde, bouclier quasiment, ils sont là pour tataner, c'est du lourd quoi. Donc pour mes vikings, j'aurai le Jarl Ericsson, il coûte 76 points, il a une valeur de combat de 3, donc cette valeur, je rappelle, qui va déterminer le nombre d'actions que je peux tenter de lui faire réaliser. Plus cette valeur sera basse, plus j'aurai des chances de lui donner des actions, d'accord, en lançant 1, 2 ou 3 dés. En combat, il a 3, alors c'est ce chiffre-là que je vais ajouter à un dé de 6 quand je vais combattre. Alors le combat regroupe aussi bien la mêlée que le tir. Et enfin, en dessous, on a les compétences. Alors, vous voyez, il a armure lourde. Alors, armure lourde, ça va justement, ça va avoir la conséquence que du coup, il va avoir un mouvement court. Donc, comme je l'ai dit, son mouvement court, il va être réduit à 3 pouces au lieu de 5 pouces de déplacement, d'accord ? Il est Jarl, donc Jarl c'est le mot que j'ai mis, mais en fait c'est un leader. Donc comme il est leader, tout ce qui est apporté L autour de lui en fait va apporter un bonus sur leur valeur. C'est-à-dire que si j'ai des Ulskar qui sont apportés de L de mon Jarl et en ligne de vue, il y a aussi cette condition, donc mes Ulskar vont voir leur valeur diminuer de 1. Donc comme ils ont, on va le voir, mais là vous voyez déjà sur la feuille ils ont une valeur de 4, bon, là ça veut dire qu'ils passent à valeur 3. Donc j'ai plus de chances aussi de pouvoir les activer plus facilement, de leur donner des actions plus rapidement. Il a bouclier, donc bouclier va permettre de bloquer justement les attaques. Alors attendez, que je dise pas de bêtises, parce que ça fait un moment que j'ai fait la fiche. Donc si je regarde dans les compétences rapides, bouclier... Donc en clair, c'est-à-dire que je vais, si jamais je suis touché lors d'un combat et que je suis par exemple tué, blessé, mis à terre ou ce genre de choses, grâce à l'effet de mon bouclier, je lance un dé et sur un résultat de 5 et 6, je réduis d'un niveau le dégât. Donc ça permet aussi un petit peu de sauver ses miches, quoi, quelque part. Qu'est-ce que j'ai aussi? Donc comme j'ai armure lourde, donc je vais pouvoir ajouter plus 1 à mon combat, d'accord, à mon total de combat, mais dans la condition si je perds le combat. Là aussi ça va me permettre en fait d'éviter de mourir, ok, ou d'être grièvement blessé. Et par contre je prends également un malus de -2 lorsqu'il s'agit de nager ou d'escalader. Voilà. Donc, attention au risque de noyade lorsque vous êtes en armure lourde, vous l'aurez compris. Alors, donc voilà pour le Jarl, et ce Jarl va être accompagné que de Ulskar, sachant que rien ne m'empêche par la suite d'étoffer ma bande, de recruter des archers, des bondis, donc qui sont moins bien équipés, mais qui seront peut-être plus rapides sur le champ de bataille, et qui auront davantage d'armes de G. Alors, on aura le Huskar Leif, donc point 29, valeur 4, combat 3, compétence armure lourde, il est porte-bannière et mouvement court. Alors le porte-bannière c'est intéressant parce que lui va permettre de, pareil, à portée longue, pour les combattants alliés, de relancer leurs tests de morale qui vont merder en fait. Ensuite on a le Ulskar, Ulskar Vigo, donc lui 35 points, valeur 4, combat 3, donc vous voyez les valeurs et les combats vont pas trop changer sur cette configuration.
Alors lui en compétence armure lourde, bouclier, mouvement court, hein, parce que bon, il a juste une épée. Hein. Ensuite on a Luskar Gunnar, 38 points. Alors lui il a armure lourde, briseur de bouclier et mouvement court. Alors briseur de bouclier c'est intéressant, parce qu'en fait s'il remporte le combat, donc le C, hein, le corps à corps, et qu'il obtient un 6 naturel, il va briser en fait le bouclier de la cible. Donc, c'est-à-dire que la cible du coup va perdre des compétences liées au bouclier, c'est-à-dire les blocages. Donc ça, c'est pas négligeable. Et il a l'arme lourde. Et l'arme lourde, en fait, ça veut dire que si il remporte donc le combat sur une attaque soutenue, alors une attaque soutenue, une attaque renforcée, c'est-à-dire qu'en fait, il va consacrer 2 actions pour frapper plus fort au lieu d'une action simple. Et ben, s'il obtient un 6 naturel sur son dé, automatiquement la cible est tuée. Vous voyez? Donc c'est pas, voilà, c'est pas négligeable, quoi. Ensuite, on a Luskar Lars qui lui a armure lourde, bouclier et mouvement court. Voilà. Donc vous voyez, donc quand même, on a le Jarl, bon, qui est le leader, mais malgré, dans cette bande, on a quand même un porte-étendard et un viking, guerrier viking, équipé quand même d'une arme assez dévastatrice. Donc voilà pour la bande des vikings. Maintenant, si on regarde la bande des Saxons, hop, donc les Saxons, eux, vont être dirigés par le seigneur Luder, d'accord? Alors Luder, 72 points, valeur 3, combat 3. Il a armure lourde, javelot, lord et mouvement court. Alors lord équivaut à leader, hein, mouvement court vous savez, armure lourde vous savez aussi. Par contre javelot, bon, j'ai pas encore trouvé le mot bien adapté. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde bien sur sa fiche, hein, on voit qu'il est doté de 2 armes, il a une hache et une épée. Donc en fait il va pouvoir lancer sa hache. Alors la hache aura une portée courte. Alors attention, si vous obtenez un 1 au résultat de dés, votre hache est brisée, vous la perdez, d'accord? Mais n'empêche que vous pouvez quand même réaliser une attaque à distance avec lui. Ça, c'est pas inintéressant. Ensuite, il est accompagné donc de Hearthguard, hein, donc les équivalents des Ulskar pour les Vikings. Donc il y a Bedwig, donc il y a une valeur 4, combat 3, donc vous voyez, là ça reste assez équilibré. Donc lui il a armure lourde, bouclier, mouvement court. Il y a Hearthguard Azalda, alors il y a armure lourde, et là par contre, les 3 Hearthguard qui vont suivre vont avoir une compétence que les Vikings n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont armure lourde, bouclier, donc le fait, javelot, le fait de pouvoir lancer leur arme, de leur lance hein, à distance, s'ils le souhaitent. Donc attention, puisque là la portée est moyenne, donc on lance ça plus loin qu'une hache. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont longue portée et mouvement court. Alors longue portée, c'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas dans l'obligation de contacter socle à socle leur adversaire pour engager le combat. Eux, ils engagent, d'accord? Par contre, leur adversaire, s'il n'est pas au socle à socle avec eux, ils ne peuvent pas engager notre Saxon. Donc ça donne un avantage quand même aux Saxons lors des combats au corps à corps. Parce que lui, il peut blesser, mais en retour, il ne risque pas de subir de riposte de la part de son adversaire. Ça va donc obliger l'adversaire à un moment donné, soit de rompre le combat, soit de dépenser une action pour venir au corps à corps, pour que justement le porteur de lance perde cet avantage. Donc vous voyez, bon après c'est pareil, hein, que ce soit Hearthguard Wig ou Lesguard Serdic, donc ils sont tous à 42 points de toute façon de valeur, parce qu'ils ont tous les mêmes compétences, armure lourde, bouclier, javelot, longue portée, mouvement court. Voilà. Donc vous voyez, il y a des petites subtilités, et encore là on reste encore assez simple. J'ai essayé de rester, on va dire, cohérent. Alors j'ai modifié la règle longue portée, puisque dans le livre de base, la longue portée était assez particulière, parce que pour pouvoir l'utiliser, en fait, il fallait être socle à socle avec un allié, et en fait c'est comme si on utilisait la lance par-dessus l'épaule de son camarade. Bon, ça m'a paru un peu surprenant, on va dire. Bon, c'est leur façon de voir les choses, hein, ils ont peut-être de bonnes raisons, mais moi je me suis dit non, non, au contraire, le mec a une lance, il n'a pas besoin d'avoir un collègue pour poser sa lance sur son épaule pour pouvoir justement maintenir à distance un adversaire tout en l'engageant avec, grâce à la longe justement de sa lance, vous voyez. Donc c'est une subtilité en fait à retenir. Donc comme j'ai dit, c'est une règle générique, donc à partir de là, à vous de l'adapter comme vous le souhaitez.
Alors, on va revenir à nos moutons, on va revenir sur nos figurines là. Alors je vais vous les présenter hein, rapidement, hein, je vais faire un petit plan là-dessus, et on va parler également du système, en profiter pour parler du système d'activation. Alors quand vous allez jouer à ce jeu, hein, A Song of Blades and Heroes, vous allez donc lancer au début de la partie, vous et votre adversaire, un dé de 6 pour déterminer qui va remporter l'initiative sur le premier tour de jeu. Ça sera le seul moment de la game durant laquelle chaque joueur va lancer un dé de 6 pour déterminer l'initiative. Parce que pour la suite, c'est pas comme ça que ça se joue. Comme j'ai dit, on joue pas de manière alternée, on ne joue pas, je joue mon équipe, tu joues ton équipe. En fait, ce qui va se passer, vous allez désigner, donc pour le joueur qui va remporter l'initiative au premier tour, il va désigner la figurine de son choix, il n'est pas obligé d'annoncer les actions qu'il va lui faire faire, il va devoir lancer au choix 1, 2 ou 3 dés de 6 pour déterminer le nombre d'actions qu'il va tenter de lui faire réaliser. D'accord ? Alors si on prend le Jarl ici, Viking, il a une valeur de 3 en combat, comme on a vu sur sa fiche, d'accord ? Donc je lance 1 au choix, 2 ou 3 dés. Disons que je décide de lancer 2 dés, ok ? Et donc je dois obtenir une valeur supérieure ou égale à sa valeur de combattant, de guerrier, donc supérieure ou égale à 3. Bah je fais que de la merde, là j'obtiens un 6 et un 4. Ça veut dire que j'ai tenté de l'activer, j'ai pas réussi. Alors là, comme j'ai fait 2 échecs consécutifs, ça c'est les règles, mais vous les parcourrez, hein, parce que je mets en lien le descriptif, le lien qui va vous permettre de télécharger la règle. Lorsque vous faites 2 échecs consécutifs comme ça lors de la tentative d'activation d'une de vos figurines, votre adversaire a 2 possibilités. Soit il vous vole l'initiative, parce que vous avez fait 2 échecs, voilà, c'est la punition. Donc ça veut dire c'est ballot, là vous pouvez même pas continuer, essayer d'activer le reste de votre bande, l'initiative est volée. Soit il va mettre à profit ces 2 échecs pour tenter de faire réaliser à une de ses figurines, d'accord, 2 réactions. Il n'est pas obligé de faire 2, hein, il peut en faire qu'une, voire une réaction avec lui, une réaction avec un autre, et puis voilà. S'il réussit à faire les réactions, bah, il mettra un jeton pour indiquer qu'elles ont déjà réagi sur ce tour. S'il n'a pas réagi, rien ne l'empêche plus tard de retenter une réaction avec eux, s'il n'a pas réussi à le faire entre-temps. Par contre, si j'avais fait une réussite, un 3 et un échec, bah là, mon adversaire peut tenter une réaction, mais là c'est pas suffisant pour me voler l'initiative. Il faut automatiquement que je fasse 2 échecs, ou plus, pour me voler l'initiative. Là, n'empêche qu'il peut tenter une réaction avec une de ses figurines qui n'a pas déjà fait de réaction. D'accord ? Donc je fais mon action. Enfin, d'abord, mon adversaire tente sa réaction. Bah, oui, parce que lui aussi doit lancer le dé hein, pour voir s'il arrive à activer sa figurine. Et ensuite, je réalise mon action. Une fois que ça c'est fait, je désigne une autre de mes figurines, puisque je n'ai pas perdu l'initiative. Et là, pareil. Soit je lance 1, 2 ou 3 dés, mon choix, pour tenter de faire réaliser à la figurine désignée 1, 2 ou 3 actions. Avec le risque potentiel qu'il y ait encore des réactions ou que je perde l'initiative. Vous voyez, en fait, voilà, c'est comme ça. Donc c'est de l'imprévu en fait, hein. Donc il va falloir être très souple, mais c'est un côté très fun. Pour le combat, bon, ben, on va dire ça reste assez simple. J'ai réussi j'ai eu des réussites avec mon Jarl, donc je peux dépenser une action de mouvement, on va dire, allez hop, pour aller chercher le saxon qui est ici. Donc on a vu, hein, déplacement en armure lourde, c'est 3 pouces, large. On peut prémesurer dans le jeu, hein. La prémesure est autorisée, sauf pour les sauts. Vous ne pouvez pas prémesurer pour les sauts. Mais pour les actions de tir, de mouvement normal, il n'y a pas de souci. Donc, je dépense une action pour venir le contacter sur Clasoc. Par contre, il n'y a pas de notion de charge dans ce jeu. Donc, je n'aurai pas droit à une attaque gratuite. Et la deuxième action, je la dépense pour lancer une attaque. Et là, comment ça se passe ? On a vu, sa valeur de combat était de 3. Et bien, chaque combattant va lancer un dé de 6 et va ajouter sa valeur de combat. Donc, mon Jarl lance son dé de 6, il ajoute plus 3, 3 et 5, ça fait 8. Le Saxon en face est un Earthguard, il a 3 de combat aussi. Je lance le dé, il fait 6, ça fait 9. Bon, voilà en fait. Donc, lui, il remporte le combat, puisqu'il a fait 9, et mon Jarl a fait 8, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, comme le résultat du chiffre est pair, d'accord, c'est ça qui m'intéresse, parce que j'ai gagné que d'un point en fait au final, ben je mets le Jarl à terre. Ça lui apprendra à ce jeune présomptueux, enfin le vieux schnock là, venir m'emmerder. Voilà. Si j'avais fait un résultat impair sur mon dé, je l'aurais fait reculer d'1 pouce. D'accord ? Dans la direction, voilà.
Si j'avais doublé la valeur, D plus valeur de mon combat, si j'avais doublé la valeur de mon adversaire, je le tue automatiquement. Si je triple cette valeur, là c'est une mort horrible. Et si il y a une mort horrible, tous ceux qui sont à portée L, tous les alliés qui sont à portée L de cette mort horrible et qui ne sont pas engagés au corps à corps avec un adversaire doivent réaliser tout de suite un test de morale. D'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, mon leader, lui, de toute façon, s'il meurt pendant la partie, c'est toute l'équipe qui doit faire un test de morale. Enfin, oui, vous perdez votre chef, je vous dis pas les conséquences. Voilà donc pour je vous montre vite fait le système de notion d'activation, réaction et de combat. Après, bon, il y a les tests de morale, le mouvement, mais ça, on va regarder ça plus en détail lors d'une game, lors d'une partie. Là, c'est pour vous donner un petit peu envie, j'avoue. Je dis, ouais, vous voyez, il y a ce système de règles, vous avez vu, ça marche comme ça. Ouais, là, de quoi tu me parles? Ça a l'air vachement passionnant comme truc. Vite, je vais télécharger la règle, regarder ça de plus près et tester ça à la maison. Ou vous redonner envie de redécouvrir cette règle si vous la connaissez déjà. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour d'horizon de cette règle, du prochain rapport de bataille que je vais vous proposer sur la chaîne. Donc vous voyez, c'est un petit retour un peu au jeu de figurines pur, avec des jolis pitous. Donc si la vidéo vous a plu, surtout, faut pas hésiter à lâcher le j'aime, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, pour continuer à me suivre dans mes... Ah mon dieu, ça floute sur mes délires ludiques. Et puis bon, voilà, et puis ça booste, on voit que voilà, les gens apprécient, partager c'est sympa. Donc voilà. Prenez soin de vous, bon jeu, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un prochain rapport de bataille. Donc on va appeler ça A Song of Viking and Saxons. Allez, ciao ciao.